Depuis des décennies, le vaste univers créé par Eiichiro Oda cache une structure astronomique profondément ancrée dans l'identité de ses personnages les plus puissants. L'introduction tardive des noms des membres du Gorosei ne relève pas du simple hasard, mais d'une logique cosmique implacable. Chaque doyen du Conseil des 5 étoiles semble directement lié à un corps céleste de notre propre système solaire. Au centre de cette immense fresque géopolitique, le chapitre 1073 pose les fondations d'une révélation majeure concernant Saint-J. Garcia Saturne. En analysant l'étymologie de son nom, le lien avec la 6e planète devient immédiatement indéniable pour les chercheurs de vérité. Cependant, cette correspondance planétaire cache un secret bien plus vaste concernant l'architecture même du gouvernement mondial. Pour comprendre la place de Saturne, il faut observer l'ensemble des 3 forces destructrices appelées les armes antiques. Pluton, Poséidon et Uranus portent tous les noms de divinités liées aux planètes extérieures de notre réalité astronomique. Poséidon contrôle les profondeurs océaniques à travers le pouvoir terrifiant des rois des mers. Pluton dort profondément sous les fondations rocheuses de l'ancien pays de Wano, prête à briser les frontières physiques. Uranus, quant à elle, semble régner sur les cieux supérieurs, capable d'effacer une île entière de la carte en quelques secondes. Ces 3 arbres représentent des puissances exilées de l'ordre établi, situées à la périphérie du pouvoir centralisé. A l'inverse, les 5 membres du Gorosei incarnent les planètes intérieures qui protègent jalousement le cœur du système. Saint-J. Garcia Saturne se dresse ainsi comme le rempart de la Terre face à l'insurrection cosmique menée par les rebelles. Le fait qu'il quitte personnellement la Terre Sainte de Marie-Joise constitue un événement sans précédent depuis 800 ans. Sa cible n'est autre que le laboratoire d'Egged, où le passé et le futur s'affrontent violemment. Kizaru l'accompagne dans cette expédition punitive, agissant comme le bras armé d'une autorité divine absolue. Pourquoi un tel dieu guerrier choisit-il de descendre parmi les mortels à ce moment précis du récit? La réponse réside dans la hiérarchie absolue du contrôle des armes de destruction massive appelées séraphins. Vegapunk a commis l'erreur fatale d'inscrire le Gorosei au sommet absolu de la plus d'autorité des clones. Ni Vegapunk, ni Sentomaru ne peuvent supplanter l'ordre direct donné par l'un de ces 5 dirigeants suprêmes. La simple présence physique de Saturne sur le champ de bataille annule instantanément toute stratégie de défense scientifique. Cet alignement thématique entre la science et le mythe caractérise l'arc actuel d'une manière absolument magistrale. Si Saturne représente la Terre nourricière et stabilisatrice, il s'oppose de fait à l'astre de la libération totale. Cet astre n'est autre que le Soleil, incarné à travers le monde par la figure légendaire du dieu guerrier Nika. Luffy porte en lui cette chaleur destructrice d'empire, menaçant directement l'équilibre figé voulu par le Gorosei. Le conflit n'est donc pas une simple guerre de pirates, mais un affrontement astronomique inévitable entre astres majeurs. Les 3 armes antiques périphériques attendent patiemment l'appel du Soleil pour s'éveiller à nouveau de leur léthargie. Jusqu'à présent, le gouvernement mondial avait réussi à maintenir ses puissances endormies sous un voile d'ignorance totale. Mais les actions irréversibles du Dr Vegapunk ont déchiré ce rideau de mystère patiemment tissé à travers les âges. En s'approchant trop près de l'étude du siècle oublié, le scientifique a provoqué la colère directe des dieux de la Terre. L'arrivée imminente de Saturne à Egged marque le début du grand nettoyage ordonné par les instances supérieures. Les forces de la marine encerclent l'île avec une armada d'une puissance destructrice encore jamais vue. Chaque navire est prêt à exécuter l'ordre d'éradication complète dès que le signal suprême sera donné. Pourtant, l'équipage au chapeau de paille refuse de se laisser intimider par cette démonstration de force planétaire. La convergence des forces scientifiques et des mythes anciens crée une tension presque insoutenable sur l'île. Si Saturne parvient à reprendre le contrôle absolu de la situation, l'espoir d'une libération mondiale s'éteindra à jamais. L'enjeu dépasse désormais de loin la simple survie d'un savant fou face à ses employeurs en colère. Nous assistons en direct au premier mouvement du grand retournement de l'ordre cosmique établi depuis 8 siècles. Alors que Saturne pose le pied sur le sol d'Egged, un signal inconnu commence soudainement à émaner des profondeurs du laboratoire. Les puces d'autorité des séraphins se mettent à clignoter d'une lueur écarlate non programmée par Vegapunk. Une mystérieuse anomalie génétique semble sur le point de briser les ordres immuables gravés au fer rouge dans leur esprit mécanique. Qui détient réellement le pouvoir souverain sur ces monstres dociles alors que le doyen suprême s'apprête à revendiquer ses droits? La question de la souveraineté absolue sur les séraphins résonne encore dans les couloirs métalliques du labophase. Les pas lourds de la menace se rapprochent alors que l'autorité suprême s'apprête à briser l'équilibre précaire d'Egged. C'est dans ce tumulte technologique que l'œuvre secrète du groupe MAD révèle sa plus grande hérésie biologique.
L'existence même de Stussy, premier clone réussi, brouille définitivement la frontière entre la science froide et l'âme humaine. Eiichiro Oda utilise ces créatures artificielles pour poser une question philosophique fondamentale au cœur de cet arc chaotique. Les séraphins ne sont plus de simples pacifistas dociles exécutant aveuglément des ordres programmés dans leur puce. Ils possèdent désormais des traits de personnalité uniques hérités directement des redoutables grands corsaires originaux. Cette humanité naissante se manifeste de la manière la plus terrifiante lors des combats à mort sur l'île. Face à cette menace évolutive, Roronoa Zoro déploie une brutalité sans précédent pour protéger ses compagnons menacés. Le sabreur aux cheveux verts refuse de retenir ses coups face à des enfants de métal dotés de pouvoirs divins. S-Hawk, le clone cybernétique de Mihawk, croise le fer avec une férocité qui rappelle son modèle d'origine. Le choc des lames provoque des ondes de choc dévastatrices qui fissurent les structures blindées environnantes. Zoro remarque immédiatement l'absence totale de peur ou de doute dans le regard d'acier de son jeune adversaire. Cependant, les expressions changeantes des autres clones révèlent une détresse émotionnelle bien réelle sous leur armure de Lunaria. S-Snake montre des signes d'hésitation et d'attachement qui n'auraient jamais dû exister dans un programme militaire. Vegapunk a-t-il volontairement laissé une part d'humanité s'épanouir dans ses créations les plus destructrices? Le facteur de lignée recèle des mystères qui dépassent la simple copie conforme de capacités physiques hors normes. La férocité grandissante de Zoro force S-Hawk à battre en retraite tactique pour la première fois de sa courte existence. Le bras droit de Luffy prouve que la véritable maîtrise de l'épée surpasse la perfection artificielle des machines. Pourtant, l'endurance surnaturelle héritée du sang de King rend ces monstres virtuellement invulnérables aux attaques normales. Sans le point faible des flammes découvert au Pays des Oies, le combat tournerait rapidement au désastre pour l'équipage. Zoro transmet rapidement cette information cruciale à ses alliés débordés par la violence ambiante. C'est un affrontement idéologique entre la tradition des guerriers et l'avènement d'une science sans morale ni limite. Pendant ce temps, le dilemme des clones s'intensifie avec les révélations sur les intentions cachées du Mads. Ce groupe de savants fous cherchait-il à copier le monde ou à créer une toute nouvelle hiérarchie divine? L'humanité de Stussy prouve qu'un clone peut développer une volonté propre et trahir ses propres créateurs. Cette perspective terrifie le gouvernement mondial qui voit son contrôle absolu sur ses armes s'effriter lentement. La brutalité des combats redouble d'intensité lorsque SBR déchaîne ses ondes de choc dévastatrices. Chaque impact ébranle les fondations mêmes de l'île scientifique d'Egghead, menaçant de tout engloutir sous l'océan. Zoro adopte la posture du style à 3 sabres pour contrer cette force brute et inflexible. Il refuse d'abandonner le terrain face à des coquilles vides animées par des puces électroniques froides. Pourtant, le souvenir du véritable Bartolome Kuma plane lourdement sur ce combat tragique. Oda tisse un parallèle saisissant entre la perte d'identité de Kuma et la naissance d'une âme chez ses bourreaux. Les séraphins ressentent-ils la souffrance des originaux à travers les liens du facteur de lignée cosmique? Le danger s'accroît minute après minute alors que les puces d'autorité changent de main dans l'ombre. La trahison couve au sein même du groupe des satellites de Vegapunk, plongeant l'équipage dans l'inconnu. Zoro doit trancher le nœud gordien de cette situation désespérée avant que l'île ne devienne leur tombeau. Une attaque ultime se prépare, mêlant le haki des rois aux techniques secrètes du style à 3 sabres. Mais alors que les lames s'abattent, un signal d'alarme retentit depuis les confins extérieurs de l'île d'Egghead. Les yeux de S-Hawk se figent soudainement vers l'horizon lointain, comme si un ordre impérieux venait de court-circuiter toute la structure de commande locale. Tandis que le regard de S-Hawk se fige vers une lointaine impulsion divine, la scène mondiale se déplace brusquement vers les sables arides du Sphinx. C'est sur cette terre natale de barbe blanche que le jeune Edward Weevil se dresse seul face à l'oppression de la marine. Des dizaines de navires de guerre encerclent la côte, pointant leurs canons sombres vers les habitations impuissantes. L'amiral Ryokugyu avance d'un pas lourd, ses doigts se transformant déjà en racines de bois tordues. Pour protéger le village hérité de son prétendu père, le colosse blond pousse un rugissement qui ébranle les fondations de l'île. Un affrontement d'une violence inouïe éclate alors entre la puissance brute héritée et la nature dévorante de l'amiral. Malgré sa force titanesque rappelant la jeunesse de Newgate, le manque de stratégie de Weevil commence à causer sa perte. Les lianes acérées transpercent sa chair, drainant lentement l'énergie vitale du guerrier fatigué. Ce sacrifice ultime permet néanmoins d'assurer la fuite saine et sauve de la communauté villageoise terrifiée. Weevil est finalement enchaîné par le granit marin et traîné vers les cales sombres d'un navire de guerre. Eiichiro Oda utilise cet événement tragique pour lier subtilement le destin de Weevil à une puissance financière montante.
Miss Bakin, désespérée par la capture de son fils, n'a d'autre choix que de chercher des alliés fortunés pour mener une contre-attaque. C'est ici que l'ombre de la Cross Guild s'étend majestueusement sur les mers du Nouveau Monde. Crocodile, confortablement assis dans son bureau luxueux, observe les avis de recherche mis à prix par sa propre organisation. L'ancien grand corsaire comprend immédiatement l'immense valeur militaire que représenterait la libération d'un monstre comme Weevil. La Cross Guild n'est plus une simple alliance de circonstances, mais une véritable multinationale de la piraterie déstabilisant le gouvernement mondial. Avec l'argent généré par les chasses aux Marines, l'organisation s'apprête à lancer une opération d'évasion à grande échelle. Ce plan vise non seulement Weevil, mais également l'ensemble des anciens grands corsaires actuellement emprisonnés ou traqués. Les pièces du puzzle cosmique d'Oda s'assemblent pour contrer l'influence grandissante du Gorosei. À Marijois, Saint-Jay Garcia Saturne observe ces mouvements dissidents avec un mépris de plus en plus glacial. Le conflit n'est plus une simple guerre de territoire, mais un choc philosophique total entre la stabilité divine et le chaos libérateur. L'humanité feinte des clones du Mads trouve ici un écho saisissant dans la loyauté filiale démontrée par Weevil. Même créé artificiellement en laboratoire, l'amour qu'il porte à sa famille s'avère plus authentique que la froideur des nobles mondiaux. Ce paradoxe éthique pousse la marine à douter de la légitimité des ordres absolus venus d'en haut. La Cross Guild exploite cette faille morale en offrant un sanctuaire et une vengeance à tous les opprimés du système. L'alliance entre la ruse de Crocodile et l'aura trompeuse de Buggy transforme chaque défaite individuelle en victoire collective. En ramenant Weevil dans l'équation, Oda prépare une force de frappe capable de briser le blocus d'Egged. La convergence de ces destins brisés annonce la fin imminente de l'ère de l'inaction. Les secrets enfouis du siècle oublié ne peuvent plus être contenus par la simple terreur militaire. Chaque pas en avant des pirates rapproche le monde de la grande révélation finale voulue par Joy Boy. Le sacrifice de Weevil n'est pas vain, il est l'étincelle qui embrase la poudre de la rébellion globale. La Cross Guild répond à l'appel de l'histoire en mobilisant ses flottes pour la guerre totale. Ce basculement des forces redéfinit complètement la hiérarchie de la piraterie moderne. Les dieux de la terre et les astres du Gorosei doivent maintenant faire face à des démons nés de leurs propres péchés passés. La vérité éclate pièce par pièce à travers les yeux de ceux qui refusent de plier le genou. Le destin de l'île du Sphinx se lie indéfectiblement à l'avenir de toute l'humanité. Les opprimés trouvent leur vengeance sous la bannière rouge et noire de la guilde criminelle. Le génie d'Oda réside dans cette capacité unique à unifier l'intime et le cosmique en un seul mouvement narratif. L'affrontement final approche et aucun astre ne pourra stopper la marche inexorable de la liberté. Ainsi se referme ce chapitre crucial de l'histoire, posant les bases d'un monde libéré de ses chaînes célestes.